Audio Jungle. Audio Jungle. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Audio Jungle. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui M. Prince Mbouyi, qui est un analyste politique et puis coordonnateur de plusieurs plateformes. C'est avec lui que nous allons échanger quelques questions concernant la République démocratique du Congo. M. Prince Mbouyi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre plateau. Merci. M. Prince Mbouyi, nous allons parler d'une situation que nous voyons qui se passe actuellement dans notre pays, la déclaration de Moïse Katumbi, qui se proclame candidat aux élections de 2023. Quel est votre point de vue à propos de sa réaction? Bon, il est libre, hein? Il est libre. Nous sommes dans un pays dit démocratique. Il est libre de se prononcer. Mais seulement parce que moi, je ne suis pas démocrate. Hein. Fort heureusement, je ne le suis pas. Mais selon la logique démocratique, il ne pouvait pas se déclarer comme ça candidat tout de suite. Il est allé trop vite en besogne. Normalement, selon la démocratie, il devait attendre d'abord la réunion de son parti, qui devait faire leur, je ne sais pas comment on appelle, symposium, quelque chose comme ça. Et après quoi, ils allaient délibérer. Et après, peut-être il allait se prononcer pour dire, voilà, à partir de son parti, on l'a plébiscité comme, on l'a accepté d'abord et puis on va le plébisciter comme candidat. Mais tout de suite comme ça, avant ce forum, lui, il va déjà vite en besogne. C'est vraiment pas démocratique parce que dans les partis, il y a aussi des gens peut-être qui ont des ambitions, les mêmes ambitions. Et ce n'est pas son parti à lui. C'est un parti politique, donc il y a aussi différents courants. Il y a des gens, il y a ses collaborateurs qui peuvent aussi avoir l'intention de briguer ou bien de se positionner dans les élections telles. Il devait attendre d'abord ce grand forum de son parti et puis après quoi, s'annoncer là-bas et c'est son parti qui allait le mandater comme candidat président de la République. Donc il est allé trop vite en besogne. Mais bon, ceci étant, on est en démocratie, il a juste exprimé ses ambitions. Alors, il est libre de le faire. Hein. Moi, je ne vois pas de contraintes. Ce n'est même pas un événement. Est-ce que son départ dans l'Union sacrée ne laisse pas un grand trou? Parce que lorsqu'il se proclame candidat aux élections de 2023, cela veut dire qu'il sera opposant du président Félix Tshisekedi. Il quitte l'Union sacrée. Cela ne donne pas un chute? Non, mais ça ne peut pas donner un coup au président Félix parce que d'abord, Moïse, il s'était déjà prononcé depuis longtemps. Ce sont les gens qui ne sont pas avertis, qui ne comprenaient pas. Moïse n'était plus avec Tshisekedi. Ça fait belle lurette. Ça n'a jamais bougé Tshisekedi. Il continue son bonhomme de chemin. Donc, ce n'est pas aujourd'hui parce qu'il a fait l'annonce, mais avec tout ce qu'il y a eu comme tergiversation depuis déjà de longue date. Et je crois qu'il n'a même pas mis beaucoup de temps avec Tshisekedi. Il était déjà parti. Et moi, je dirais que de ce deal-là, parce que c'était un deal entre le président Tshisekedi et son frère Moïse qui s'est amené avec son parti. Donc, lui n'a plus le droit de quitter seul parce qu'il a derrière lui le parti qu'il a amené auprès de Tshisekedi et qui sont encore dans des institutions. Donc, je vois mal comment ils peuvent vite aller comme ça en besogne. Peut-être, s'ils avaient attendu le forum des partis, alors ils allaient prendre des dispositions conséquentes. Mais c'était un deal entre les deux, je disais, et qu'ils n'étaient pas sincères peut-être dans ces prises de position quand ils ont fait ces deals avec le chef de l'État. Je vois Jean-Pierre Bemba qui est resté fidèle. Je vois les autres aussi qui sont restés, ils n'ont pas créé trop de problèmes. Mais Moïse, ça a été comme ça avec Kabila. Et après quoi, il devait partir. Et quand il est parti, on devait lui arracher.
nationalité, identité, tout ce que vous voulez. Donc, et ça fait de lui, je ne sais pas, une célébrité. Aujourd'hui, moi, je ne trouve pas que ce soit l'histoire qui se répète, mais seulement, lui, il a tiré son intérêt dans le deal qu'ils avaient fait avec le chef de l'État. Il devait récupérer son identité, il devait récupérer les passeports congolais, il devait récupérer certains de ses droits qu'il avait perdus en temps de Kabila, il devait revenir au pays et tout. Donc ça, c'était son souci, c'était son agenda premier. Et il a amené ça auprès du chef, le chef a accepté. On lui a accordé tout ça. Et maintenant, il pouvait juste se retirer et continuer son bonhomme de chemin avec ses visées d'être chef de l'État demain ou après-demain. Moi, je trouve que dans ce deal, c'est peut-être le chef de l'État qui se trouve un peu roulé. Bon, je ne sais pas si je peux dire qu'il est roulé, mais quelque part, c'est Moïse qui a tiré quand même sa part. Et lui, il a garanti à Moïse tout ce qu'il pouvait garantir. Il lui a donné de fonctions, de postes dans le gouvernement. Tous les postes clés du gouvernement, c'est entre les mains de Moïse jusqu'au moment où nous parlons. Ça veut dire que c'est Moïse qui est sorti de ce deal-là, tête haute. Mais lui n'a qu'à aussi ajuster les tirs et puis avancer. Hein. Donc moi, je ne vois pas que ça fasse un coup. D'ailleurs, c'est comme un coup de paix dans l'eau. Parce qu'il s'est déjà préparé pour ça. Merci beaucoup, honorable prince. Parlons actuellement de l'ensemble pour la République Oui. qui demande à ce que tous ces ministres puissent démissionner. Votre position? D'abord, nous devons vraiment évoluer. Le peuple congolais doit aller au-delà des petites pensées vraiment endoréiques, je dirais. Donc, c'est juste, on est sur un endroit où on est en train de tournoyer. Quand on est ministre de la République, on n'est pas ministre d'un certain parti politique. On a été peut-être membre d'un parti politique, on est membre d'un parti politique tel, mais quand on prend la chose publique en main, quand on est ministre de l'État, carrément, on arrête avec sa coloration, la coloration politique de son parti. Donc, ce sont des ministres d'État, ce sont les ministres de la République. Et s'ils doivent démissionner, ils doivent avoir peut-être leurs raisons personnelles, ou alors c'est la République qui leur demande de quitter, mais tout de suite, parce que Moïse a dit non, ils n'étaient pas là des ministres de Moïse, ils étaient les ministres de la République. Et jusqu'à aujourd'hui, ils font office de ministres de la République. Donc c'est vraiment un faux débat. Moi, je ne trouve pas que ce soit intéressant. Et si jamais ils démissionnaient, ça change quoi? Ou alors ils restaient en fonction, ça change quoi? Tshisekedi continue avec sa politique. Donc ils peuvent ne pas être là. Il est déjà mûr à politique. Il va carrément changer de chevaux et puis il évolue. Donc je trouve que ce n'est vraiment pas un débat. Merci beaucoup. Parlons maintenant de l'autre page. Monsieur Prince Mbouyi, la pluie qui nous avait dérangé il y a quelques jours passés a tellement beaucoup causé du dégât. Il y a des familles qui ont perdu de l'être cher. Comment est-ce que, dans votre part, vous pouvez compatir avec des familles qui ont perdu leurs membres? Avant d'en arriver à ces désastres de pluie, causés par la pluie, parlant de Moïse comme on le disait là, je voulais juste ajouter une réflexion à haute voix. Parce que si aujourd'hui on attend seulement que les ministres de Moïse démissionnent et que de l'autre côté on a l'assurance qu'ils ne vont pas démissionner, alors que Tshisekedi est en train de rêver que non, il va continuer avec ces gens, de l'autre côté ils ont les cœurs, ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage, donc c'est lui qui va le regretter après, il n'a qu'à se positionner. Et en plus de ça, moi je crois que Moïse, d'aucuns parlent ici de la nationalité et tout, de la congolité. Moi, je crois que c'est un sale jeu. Si jamais le peuple s'est laissé dans ces jeux-là, on va vivre ce qu'on a vécu, ce que les Ivoiriens ont vécu. Moïse a été reconnu comme Congolais. Le chef de l'État lui a donné un passeport congolais. Je crois que c'est pareil avec Jean-Claude Van Damme. Je crois qu'il y a d'autres dimensions qu'il faut voir cette histoire. Quand on lui reconnaît déjà la nationalité, moi je crois que c'est un faux débat de dire aujourd'hui qu'il soit congolais ou pas. Si le premier d'entre nous lui a reconnu ça et que les institutions en place lui ont délivré un passeport, je crois que vraiment le débat est clos. Mais s'il peut postuler et que les gens trouvent que non,
en lui, il y a de l'espoir pour le Congo, il a un cœur pour le Congo, tant mieux. Mais si on trouve, parce que là maintenant il faut laisser le choix au peuple. Il ne faut pas mener toujours le peuple dans les querelles politiciennes inutiles. Donc, vous concluez un deal aujourd'hui, demain, vous n'en êtes plus digne, et puis vous cassez votre alliance. Le peuple doit balloter dans tous les sens. On doit mener le peuple tantôt à gauche, tantôt à droite. Ce temps-là est dépassé. Nous sommes maintenant en période où nous devons reconstruire notre pays. Nous devons nous mettre ensemble pour avancer, pour chercher le développement de notre pays. Et ce n'est pas en nous tirant dessus qu'on va faire cette union-là. Moi, je crois que le débat est vraiment déplacé quant à parler de la nationalité et tout ça. Tout le monde sait parce que Moïse lui-même l'a dit. Nous avons des vidéos qui ont circulé sur la toile. Il a parlé de l'origine de son père qui était juif, il a parlé de sa mère et tout. Mais quand notre chef de l'État, quand nos institutions en place, parce que le chef de l'État c'est déjà une institution, quand on lui reconnaît la nationalité, moi je crois que je ne peux pas aller trop loin, si ce n'est peut-être de lui laisser la chance de compétir, et s'il pèse plus que Tshisekedi, il va l'emporter. Mais s'il n'a pas de poids, mais c'est au peuple de juger. Il faut laisser le temps maintenant, parce qu'on parle de la démocratie, c'est la voix du peuple et tout ça. Mais alors, laissez le peuple maintenant faire le choix. Ce peuple-là est instruit. Le peuple sait d'où vient Moïse. Le peuple connaît les origines de Moïse. Et si jamais il a une nationalité par acquisition, c'est aussi constitutionnel, selon la constitution de la République démocratique du Congo. On peut avoir la nationalité soit par acquisition, soit par naissance, soit tout ce que vous voulez là-bas. Donc, toutes ces logiques-là mises ensemble font qu'aujourd'hui, qu'on laisse aussi la chance à tout le monde. Laissez la chance à Moïse de compétir. C'est à vous, peuple congolais, de voir maintenant, de peser. Si vous voulez, vous trouvez en Tshisekedi un homme qui a le souci, qui a le cœur, qui a l'amour du pays, qui a le cœur à l'ouvrage, qui vous donne quand même de l'espoir d'être congolais, qui vous ramène à votre identité, qui vous donne la personnalité. Vous voyez les réalisations de Tshisekedi pendant les 3 ans et 4 ans qu'il est au pouvoir. Et de l'autre côté, vous essayez de voir le parcours de Moïse, son CV, qu'est-ce qu'il a été, qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que le Katanga a été vraiment développé en son temps? Est-ce que essayez de fouiner dans le deux camps, vous verrez que non, vous ferez le choix. Donc moi, je crois qu'il est malsain aujourd'hui de dire que non, il faut écarter tel, sinon on va tomber dans le piège de PPRD. Moi, je crois qu'il faut laisser le temps. Et puis, s'il faut continuer avec cette lancée-là, je crois qu'on est en train de faire le plébiscite de Moïse Katumbi. On est en train de lui faire déjà une campagne. Moi, je crois que ce n'est pas important. Il faut lui laisser toutes les chances. Il est en congrès de son parti et que peut-être qu'il est allé trop vite en s'annonçant candidat au lieu d'attendre le congrès qui devait statuer et lui devait se présenter. Bon, voilà encore des gens qui ne maîtrisent pas les normes démocratiques, mais qui se disent démocrates. Donc, il est allé trop vite en besogne. Mais moi, je crois que tout le monde a les chances de compétir. C'est question que le peuple soit mûr pour faire le bon choix. Alors, qu'on en revienne à votre question du drame qui est arrivé lors de dernière pluie. Moi, je crois qu'il est temps de creuser un peu plus profond. Et on n'est plus à la période où il faut faire la politique de sentiment, du sensationnel. Et les gens sont morts là-bas. Il faut avoir un plan d'aménagement. Il faut avoir une vision du devenir même de la nation. Et la capitale a été construite en rapport avec un certain nombre d'autres fois. Et ça fait comme ça des décennies qui sont passées. Il y a eu autant, il y avait, je ne sais pas, 4 millions, 6 millions. Maintenant, on en est à une centaine de millions de personnes. Dans la capitale seulement, nous en sommes à une vingtaine de millions. Il faut avoir la politique de lotissement. Il faut faire comme à Luanda, par exemple. Il faut construire de nouvelles cités, de nouvelles villes. Et ça règle le problème. Allez colmater la brèche, voilà, on va arranger la route qui est cassée, on va faire ceci, c'est rien. Ça ne va pas changer les choses. Donc il faut penser beaucoup plus à la nouvelle façon d'urbaniser la capitale et puis le pays. Je crois que ça va nous donner de bons résultats. Est-ce que cela ne met pas en échec le projet du chef de l'État? Si c'est là,
ne met pas en échec le projet du chef de l'État. Le chef de l'État, il a le projet, il vient de parler d'une cité qu'il voulait ériger. C'est de ça que vous parlez? Non, non, nous parlons de toutes ces inondations qui ont envahi la ville de Kinshasa, Ouais. avec la méthode de Kinbopeto, tout ça. Ne rend pas zéro au bilan du chef de l'État parce que quand il y a pluie, on doit toujours voir le dégât. Nous ne pouvons pas dire que ça ramène au point zéro le bilan du chef de l'État, non. Seulement, c'est des catastrophes naturelles et c'est des imprévus. Mais seulement dans la gestion de la chose publique, on prévoit tout ça. S'il y a des catastrophes naturelles et tout ça, comment faire face? En dehors de ça, il y a le plan d'urbanisation. Il y a la façon quand même d'urbaniser une ville. Mais ça, c'est un échec. Ville Kinbopeto, c'est une aventure qui ne dit pas son nom. C'est je dirais, une bêtise noire. Parce que ça n'encourage même pas. Ça ne met pas... ça ne fait pas tourner la machine du chef de l'État avec sa vision. Moi, je crois que c'est vraiment les tirer vers le bas avec cette histoire de Kinbopeto. Parce que les résultats, c'est quoi? Vous croyez que Kinshasa, c'est une ville qui a besoin d'être seulement balayée, les grandes artères? Non, 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 non. Il faut faire les choses vraiment du fond en comble. Il y a de caniveaux qui devaient déverser vers le fleuve, qu'on a tout bouché avec les immeubles qu'ils ont construits. Ce sont les mêmes là, l'actuel gouverneur, autrefois dans la politique de Kabila. Mais c'est toute cette bande-là qui a vendu des avenues, de couloirs, de caniveaux là où devait passer de l'eau. Mais on doit d'abord démanteler ces réseaux-là. On doit d'abord démolir tout ce qui a été construit pour empêcher l'eau d'évacuer vers le fleuve. Et après quoi? Canaliser. Mais c'est différent de ce qu'ils font avec cette histoire de balayer les avenues. Ça n'a rien à voir avec le besoin de la capitale. C'est de loin vraiment la vision qu'il faut avoir. Moi, vraiment, j'interpelle les gouverneurs, le premier citoyen de la ville, s'il peut changer un peu de fusil d'épaule pour voir les choses telles qu'elles s'annoncent. Ce n'est pas des histoires sentimentales, à gauche, à droite, non. Les coups de balai, on ne sait même pas rouler. Juste devant l'avenue, là, il y a des gens qui barricadent l'avenue en plein jour et puis vous ne savez pas tourner. C'est des embouteillages parce qu'on est en train de balayer. Pendant qu'à côté, les gens se meurent de pluie et tout ça. C'est parce que la ville est en train de demander. Ils doivent se poser des questions. Ils doivent faire venir les experts pour qu'on leur dise le plan d'urbanisation. Qu'est-ce qu'ils ont comme idée sur l'urbanisation de la ville? C'était urbanisé pour autant de personnes. Maintenant, il y a plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Du fond en comble, creuser et ne pas nous faire de la politique ici de chantage inutile qu'on appelle Kinbopeto. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment tapé à côté. Monsieur Prince Mboye, un mot pour les familles qui ont perdu leur être cher. Vraiment, je suis touché, je suis très touché. J'adresse mes sincères condoléances aux familles éplorées. Ces gens-là n'ont pas mérité cette mort. Ces Congolais qui sont morts sous le dégât causé par la pluie, ils n'ont pas mérité ça. Ils ont un grand pays, ils ont un pays riche potentiellement. Le pays devait être gouverné autrement et ces gens-là n'allaient pas mourir. C'est comme ça le sang de Congolais qui ne cesse de couler. Nous déplorons à l'Est le fleuve de sang qui ne fait que couler. Et pendant une vingtaine d'années, près de 30 ans, nous sommes là en train d'assister à un fleuve de sang. Mais ce n'est pas seulement à l'Est. Voilà que nos dirigeants aujourd'hui ne savent pas prendre la balle au bon pour protéger la population. Mais je ne sais pas si on dirige quoi si jamais tout ce monde-là mourait aujourd'hui. On va diriger les arbres ou bien les murs. Nous avons certains dirigeants qui n'ont pas de maturité politique, qui n'ont pas compris la vision d'être dirigeant et la responsabilité de gérer la chose publique. Ils n'ont pas cette notion-là. Voilà que les pauvres ont payé de leur vie. Et demain, qui sait si ça sera moi, si ça sera vous, monsieur le journaliste. Donc, nous vivons dans une ville où il faut changer de paradigme. Il faut que les dirigeants changent de paradigme. Sinon, c'est de sentimental et puis ça ne construit pas. On va encore déplorer davantage de morts. Demain après demain, si la politique ne changeait pas. Merci beaucoup.
Parlons maintenant de l'embouteillage de la ville-province de Kinshasa. Le chauffeur accuse le PCR d'être à la base de ces embouteillages. Ouais. Le PCR entame un système qu'on appelle Mbotalikasu. Quand vous ne donnez pas ça, vous avez un problème. Votre commentaire se base de ça. Des embouteillages dans la ville, moi je crois que ça a duré cette histoire. Ça a mis beaucoup de temps et il n'y a toujours pas de solution en vue. Et là, c'est l'incompétence notoire de... Je commence par le général Kassongo. Ça accuse une incompétence notoire de sa part. Parce qu'il a tout l'appareil du commandement entre ses mains pour la ville. Il a la police. Où est partie la police routière? La brigade routière, elle est où? Mais c'est sous sa responsabilité. Cette brigade-là, elle est là juste, je ne sais pas, pour faire le... Je dirais, on demande l'aumône. Hein. C'est des mendiants maintenant. Devant tout le carrefour de la ville, vous avez des mendiants, mais en uniforme de la police routière. Et ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Ils quittent leur famille, ils quittent leur maison pour venir faire la mendicité. Tout le carrefour dans la ville de Kinshasa, c'est plein de mendiants. Et ces mendiants en uniforme de la police. Où se trouve le général Kassongo? Mon général. Mais c'est de votre ressort, mon général. Vous avez la commande, vous avez les outils. Pour mettre de l'ordre, vous ne le faites pas, mon général. Essayez de voir cette histoire. Les embouteillages ont pris beaucoup de temps. C'est comme s'il n'y avait pas des autorités qui pouvaient réguler cette situation. Il y a une politique adaptée juste à la circonstance de routière. Nous voyons des gens qui quittent leur maison en uniforme, ils vont au travail pour faire la mendicité et créer les embouteillages. Il n'y a pas que la police de roulage. Pour laquelle je demande au général, mon général, essayez de mettre de l'ordre là-bas, essayez de mettre des gens compétents, essayez de changer quand même les éléments dans différents carrefours. Ça ne va pas, ça bloque la circulation. Au-delà de ça, vous avez les Wewa. Mais nous, ça vous stresse toute la journée au volant. Vous ne savez pas emprunter quelle avenue parce que ça ne va pas, c'est plein de Wewa. Et on ne sait pas réguler, ne fût-ce que ces Wewa. Mais la police est où, mon général? Ça vous revient encore davantage. Ça revient sur vous, mon général. Essayez de réguler, ne fût-ce que vos agents, qu'on mette de l'ordre. Les Wewa vivent dans une république où il n'y a pas de loi. Donc, c'est presque une république bananière pour les Wewa et ça crée des embouteillages à gogo, à répétition et autant de jours, autant de mois, autant d'années. Il n'y a pas un autre service qui puisse faire ce travail. Au-delà de Wewa, de tout ça, vous avez encore tous qui viennent là-bas pour dire voilà, nous faisons le Kinbopeto. Mais qui mettent encore de l'embouteillage, qui vous mettent des barrières là où il n'en faut pas, à 2 heures où il ne faut pas le faire. Messieurs le général, vous êtes où? Tout ça, c'est de votre responsabilité. C'est là où je dis, et ça donne l'air d'une incompétence vraiment notoire. Pendant que je vous connais très compétent, mon général Kassongo, je connais votre compétence, je connais. Je témoigne de ça. Mais pourquoi vous fermez les yeux vis-à-vis de ces désordres qui ne fait que vous mettre dans de pétrins, qui ne fait que vous donner une coloration qui n'est pas la vôtre? Mon général, essayez de voir cet aspect des choses et je crois que les gens seront soulagés. La population se dérange beaucoup plus avec les systèmes actuels de nos chauffeurs qui augmentent eux-mêmes le prix du transport avec des termes faciles que vous n'allez même pas y croire. Quand on dit 150, cela veut dire 1500 le transport. Quand on dit 200 francs, c'est 2000 francs. Pour un trajet qui pourrait coûter 500 francs, 1000 francs, mais ils augmentent eux-mêmes le prix. Cela ne donne pas un échec au gouvernement. Là, j'en viens au gouverneur de la ville et le général Kassongo. C'est les deux autorités qui ont vraiment la charge
de mettre les gens à l'aise dans cette ville. Mais quand les chauffeurs font de la folie, ils taxent comme ils veulent une course, ils changent, mais le gouvernement est où? Donc, ils ne sentent pas qu'il y a la loi, ils ne sentent pas qu'il y a l'outil de la loi pour redresser les choses. Ils font de la folie, c'est comme une république bananière. Mais le gouverneur est là, il est payé pourquoi? Le gouverneur est payé pourquoi? Le général Kassongo est payé pourquoi? C'est pour ces genres d'histoire. Mais vous êtes où? Voilà qu'on vous accuse de ce que vous ne faites pas. Pendant que vous devez le faire, vous avez l'appareil de l'État entre vos mains, mais vous êtes en train de, je ne sais pas, vous êtes ailleurs. Vous êtes vraiment ailleurs, mon général Kassongo, mon gouverneur. Vous êtes ailleurs. C'est ça vos responsabilités. Comment est-ce qu'on peut se permettre de taxer une course qui ne vaut pas 2000, mais on taxe à 4000, 5000, et ça, c'est chaque jour, hein, du 1er janvier au 31 décembre, et vous êtes là, vous ne réagissez pas. Mes pauvres victimes, peuple congolais, peuple quinois, est-ce qu'on doit continuer à être toujours victime? Et victime, pas d'ailleurs, pas des autres personnes, victime de nos autorités, de l'incompétence de nos autorités, qui ne veulent pas nous remettre à vraiment nous donner ce que nous méritons? Non, mais dit-on ailleurs que le peuple, tout peuple mérite les dirigeants qu'il a. Moi, je crois que le Quinois mérite mieux. Le Quinois mérite mieux. Et vous êtes à la hauteur, je sais, mais essayez de changer de paradigme. Essayez de voir là où vous ne voyez pas. Et je crois que la ville sera en paix. Sinon, c'est tout le monde qui est en train de pleurnicher à cause de ce comportement. Il n'y a pas que le chauffeur qui majore le prix quand ils veulent. Il y a le wewa, il y a le banditisme, il y a les enlèvements. Il y a beaucoup de phénomènes d'insécurité. Il y a beaucoup de phénomènes dans la ville même. La coupure d'électricité, l'alimentation en eau, tout ça. Mais on se plaint. Nous sommes chez nous, dans notre pays, dans notre ville. Et nous avons des autorités pour ce faire. Mais qu'est-ce que vous faites? La police est prête à aller et menacer un monsieur parce qu'il a refusé que les gens de la SNEL puissent fréquenter sa parcelle. Je ne fais pas de la mauvaise campagne. Mais seulement je me dis, cette SNEL qui vous donne du courant 8 jours sur 30 le mois, mais qui vous facture 30 jours. Et ça, on doit accepter. Et la police ne va pas chercher la SNEL pour demander des comptes ou bien remettre les pauvres citoyens dans leurs droits. On ne le fait pas. La régie des eaux fait de même. Vous avez de l'eau comme ça pendant une semaine, le mois, et puis fini. Vous n'avez plus d'eau. Vous attendez, mais à la fin du mois, il y a la facture qui vient. Et vous payez ou ne pas payez, on vous garde cette facture-là, ça devient une dette et puis vous devez régler. Où est la police pour ça? Il n'y a même pas de syndicat pour parler au nom du peuple. Et nous allons continuer comme ça? Non. Nos autorités doivent ouvrir l'œil et les bons. Ils doivent changer vraiment de fusil d'épaule. Ils doivent changer de paradigme. Et ils doivent avoir un plan. Un plan bien détaillé, bien analysé pour que les Quinois se sentent à l'aise dans leur ville. Continuons toujours avec le souci de la population, l'insécurité, surtout aux arrêts de bus. Vous allez remarquer, il y a la police qui est là, mais il y a toujours du vol. Nos mamans, chaque jour, ils doivent pleurer leurs sacs, leurs trousses. Comment gérez-vous cela? L'insécurité, ce n'est pas seulement aux arrêts de bus. Oui, nous touchons d'abord ces points par rapport que nos mamans perdent leurs biens dans l'arrêt de bus souvent. Mais au moment où il y a aussi des policiers, toujours aux mêmes arrêts de bus, est-ce que pourrions-nous pas dire que non, la police coopère bien avec ces voleurs-là? Non, mais quand vous laissez un agent de police pendant 20 ans, 15 ans, dans un même coin, soi-disant sous-siat, il devient familier du millier. Et quand une fois il est familier du millier, il sait repérer les fauteurs de troubles, les koulouna et tout ça. Et une fois il fait corps avec eux. Voilà les résultats. La plupart des policiers, les sous-siat, c'est ce qu'ils font. Je ne dis pas tous, mais la plupart, une maman est menacée, on lui arrache son téléphone et tout, ils sont là. C'est comme s'ils étaient complices. Nous voyons ça.
Et c'est le sentiment de l'insécurité qui règne dans la ville. Vous voyez, il y a des gens qui ont même leur parcelle. Ils ont de parking dans la parcelle. Mais ils n'arrivent plus à mettre leurs véhicules dans leur parcelle. Ils doivent aller laisser les véhicules à la police, au sous-siat. Pourquoi ça? C'est parce qu'il a peur. Peut-être à la maison, il sera menacé. Il laisse le sous-siat. Mais qu'est-ce que le sous-siat fait? Demain, après-demain, tu arrives, c'est la batterie qui n'est pas là. C'est le rétroviseur qui n'est pas là. C'est une phare qu'on a enlevée. Je ne sais pas. Et fin de compte, on est en insécurité totale. Et même la soi-disant... Donc, ça devient de l'insécurité. Vous vous confiez à la police, au contraire. C'est comme si vous allez vous livrer encore davantage à un pillage. Vous devez sortir de l'argent que vous n'avez peut-être pas, mais pour faire une procédure qui ne va pas aboutir. Et fin de compte, c'est les mêmes agents de la police qui vont comploter avec le malfrat pour vous mettre encore mal à l'aise. Donc moi, je crois que les gens, quand Kassongo est interpellé, il doit vraiment changer de paradigme, il doit revoir les choses autrement. L'insécurité toujours, M. Prince, avec les phénomènes Koulouna. Pourrions-nous pas installer un système qui pourrait mettre fin à cela? Oui, nous avons vu, on a envoyé certains aller faire du champ, mais cela ne produit absolument rien jusque-là. La population est toujours menacée par des jeunes Koulouna. Est-ce que ces jeunes-là sont plus forts que la police congolaise? Vous savez, l'insécurité dans notre pays, c'est quelque chose de très profond. Hein. Moi, je ne veux pas en parler en termes de terre à terre, en termes Koulouna, tout ça. Parce que le Koulouna, c'est juste une résultante de ce que les autorités ont fait de la jeunesse. C'est-à-dire, depuis des années, les autorités étaient derrière. Il y en a qui, lors de PPRD, il y en a qui étaient derrière les jeunes badauds pour les encourager à faire tout ça. Donc l'insécurité, ce n'est pas quelque chose de terre à terre, c'est vraiment une matière profonde. Vous voyez ça à l'Est, il y a l'insécurité, à part l'agression dont nous sommes victimes. Il y a aussi les groupes armés et qui sont patronnés par la plupart des autorités. On leur donne le moyen pour se faire et ils insécurisent les populations. Il suffit d'avoir sa petite mine à côté et son petit carré minier à gauche et puis ils recrutent les jeunes, ils leur donnent les atouts pour insécuriser les autres. Donc l'insécurité, ce n'est pas seulement l'affaire de Kinshasa, mais Kinshasa, parlons-en, les Koulouna. Ce phénomène Koulouna a commencé depuis belle lurette et ce sont des gens qui étaient vraiment outillés pour se faire. Avec la politique de gouvernement, la politique passée de PPRD et consorts. Mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on est en train de faire quoi de ces Koulouna? Hier, les mêmes gens qui les avaient outillés pour faire les forfaits, ils étaient en train de les abattre comme ça, à bout portant. Mais Félix arrive au pouvoir, il prend les mêmes Koulouna, il en fait des bâtisseurs. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont appris le métier pour construire, le métier pour, je ne sais pas, cultiver. Je crois que c'est question de logique seulement. Et si jamais on mettait une bonne logique en place, comme le chef de l'État l'a fait, je crois que les choses vont marcher, il n'y aura plus de Koulouna. Les Koulouna, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi, les jeunes ne sont pas occupés, ils finissent les études finalement, et ils sont livrés comme ça à leur triste sort. Si ce n'est pas la vente de cartes prépayées et les télécommunications qui sont exploitées d'ailleurs, on les exploite à fond, ils ne gagnent pas grand-chose. Si ce n'est pas la police qui vient les chasser de là où ils sont en train de vendre ces cartes prépayées, parce que, soi-disant, il faut soudoyer la police. Si ce n'est pas, donc, la jeunesse est livrée à son triste sort. Il n'y a pas de cadre de formation digne, il n'y a pas de prise en charge de la jeunesse, et ça ne peut que retomber sur ce que nous déplorons comme Koulouna. Donc, nous n'encourageons pas le Koulouna, mais seulement, il faut penser, quand on pense phénomène Koulouna, il faut penser une solution de rechange. Ça veut dire cette jeunesse, elle est là pourquoi? Elle fait les Koulouna pourquoi? Quelles sont les motivations? Alors, qu'est-ce que moi je peux apporter en échange? Et puis le Koulouna sera fini. Mais à l'allure où nous allons les choses, pour juste malmener les gens, brutaliser, chanter le Koulouna, faire même la campagne de Koulouna, ça ne va pas changer les choses. Il faut une bonne politique. Alors, une politique humaniste, une politique de développement, une politique de souci de la nation, une politique patriotique. Je crois que ça va
élaguer cette histoire de Kuluna. On ne peut pas terminer sans parler de ce geste qui dévoile l'incompétence de l'Union internationale. Le geste qui montre on tue en RDC, mais la communauté internationale ferme les yeux. Vous avez 3 minutes pour lancer un mot au peuple congolais qui habite l'est du pays. Monsieur Prince, vous avez 3 minutes. Avant de lancer un message à mes frères qui sont à l'est du pays, cette crise-là, ça fait une vingtaine d'années, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y a un fleuve de sang dans notre pays. Et c'est ça, c'est la complicité de la communauté internationale. C'est le monde plus fort, le multinational et tout ce qui va avec, qui veut imposer sa loi sur la République démocratique du Congo. Ils ont besoin du Congo sans Congolais. Ils ont besoin de nos richesses sans nous. C'est comme ça qu'une fois qu'ils descendent dans un coin de la République où il y a le minerai, la première des choses, il faut tuer toutes les populations. Et ça, la communauté nationale ne voit pas. Le droit de l'homme ne voit pas. On est en train comme ça d'éliminer des populations, de massacres de populations. Je parlerai même des génocides répétés. Génocide en répétition en RDC et la communauté internationale ferme les yeux. Tout ça, c'est parce que ce sont eux qui sont derrière ces génocides-là. Ce sont eux qui sont derrière nos matières premières. Alors, ils veulent maintenant de nos matières sans nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors effacer toute la population de ce coin. Comme ça, vous avez les terrains entre vos mains, vous imposez votre loi. Et puis, ils extraient le minerai, ils s'enrichissent. Ces choses doivent prendre fin. Et pour que ça prenne fin, ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui viendra le faire, c'est le Congolais qui doit s'élever. Comme le chef de l'État s'est levé, il a donné le ton. Quand il va à Washington, c'est pour donner le ton. Quand il va dans des forums, des grands forums, c'est pour donner la position du Congo, du Congolais. Il le fait. Mais c'est aussi au peuple congolais de lui emboîter les pas. C'est aussi aux autres institutions de faire de même. Il est parti à New York dernièrement ici. Il a parlé fort, il a refusé tout ce qu'on voulait lui imposer. Il s'est prononcé, il avait une identité qu'il défendait. Mais aujourd'hui, quand ça revient, le ministre de la Communication, il fait quoi? Quels sont les moteurs de relais? Quels sont les acteurs relais qui sont en train de relier le travail que le chef est en train de faire? Silence. On chante beau, voilà, le chef était parti, il a dit. Mais prenez les stratégies, prenez les statistiques des morts qu'il y a eu à l'Est, des génocides, de tout ce qu'ils font dans notre pays. Vous avez les véhicules de MONUSCO qui font le tonneau là-bas et vous retrouvez là-bas des minéraux. Alimentez tout le réseau avec tous ces éléments-là. Documentez le peuple, documentez le Congolais et même les étrangers. Il y a de parlementaires étrangers qui vont en Europe, j'en ai vu, un député qui va clamer tout haut. Voilà l'injustice que le monde est en train de faire face aux Congolais, voilà les génocides, voilà tout ça. Mais fin de compte, des gens comme ça, il faut leur donner les éléments d'avantage pour qu'ils puissent étayer leurs arguments. Le ministre de l'Information est où? Les organismes, je ne sais pas, la société civile où? Les partis politiques aujourd'hui, c'est des bruits inutiles à cause des élections. Et pourtant, ils devaient commencer par outiller d'abord le Congolais, leurs militants. Ils devaient leur donner, comme le chef a donné le ton aux Nations Unies, dans tout le forum où le brave Félix Tshisekedi est allé, il a donné le ton, il a parlé, il a mis la barre très haute. Mais les autres, outiller le peuple pour mener ces combats, on ne le fait pas. Mais ce n'est pas le combat de celle Tshisekedi, non, c'est le combat de tout le monde. Nous devons le faire. La communauté internationale, avec sa complicité, avec son hypocrisie, mais maintenant nous devons la mener dos au mur. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit laisser les intérêts de Britanniques ici. Pourquoi on doit laisser l'ambassadeur britannique ici? Il doit partir parce qu'ils font une politique contre nous, contre la République démocratique du Congo, contre le peuple congolais. Je vois l'ambassadeur français.
Pourquoi il doit rester ici? Pourquoi on doit garder des liens diplomatiques avec ces gens-là? On fait comme on a fait avec le Rwanda. Parce que ce sont eux qui sont avec le... Si on a chassé le Rwanda, qui est leur marionnette, mais pourquoi on ne les chasserait pas? Pourquoi ils doivent s'imposer ici? Ils doivent partir. L'ambassadeur britannique, l'ambassadeur français, ils doivent partir. Même l'ambassadeur des États-Unis, ils doivent quitter notre sol. C'est ça le ton fort. On doit faire ça. On doit le faire. Comme ça, ils vont comprendre et puis ils vont changer le jeu. Mais si on laisse seulement comme ça, on est en train de les amadouer. Ils nous imposent. Mais si l'État est parti aux États-Unis, on a cherché à lui imposer des choses, il a refusé. Voilà un Congolais, voilà quelqu'un qui a l'identité. Voilà quelqu'un qui veut sortir son pays de l'esclavagisme. Mais nous devons le relayer, nous devons le faire. Moi, je le fais. Et maintenant, les gens qui ont l'appareil du pouvoir, parce que nous, on est juste le débrouillard, nous, on est de privé, et on essaie de parler pour notre pays. Le patriotisme nous pousse à le faire. Mais les gens qui ont le moyen de l'État pour se faire, ils doivent organiser des colloques, des séminaires, des formations. La jeunesse que vous dites, la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Mais l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Il faut former cette jeunesse. Sinon, cette jeunesse sera quoi demain? Des présidents Koulouna, des ministres Koulouna, parce que c'est ce que vous faites de la jeunesse aujourd'hui. Prenez la jeunesse, outillez la jeunesse de le bien fondé de la nation, du patriotisme, de l'amour du pays. Et je crois que cette jeunesse-là fera boum, va exploser. Je crois que ça va changer les choses. Mais mes frères de l'Est, nous sommes ensemble, nous compatissons. Et pas seulement compatir, hein, mais nous travaillons pour que les choses changent. Et d'ici là, les choses vont changer. Je crois que je vais dans la logique du chef de l'État qui veut ramener la paix dans le pays, qui veut arrêter le fleuve de sang dans le pays, qui veut redonner l'image, l'identité congolaise aux Congolais, qui veut donner vraiment la forme, protéger la nation dans ses frontières. Mais seulement, sa vision, c'est de mettre fin à ces génocides répétés sans encore livrer les Congolais à la mort. C'est ce qu'il veut. Donc, il est en train d'éviter l'échange de balles qu'on appelle la guerre, là. Il est en train d'éviter ça sagement pour ramener la paix sans qu'il y ait encore plus de morts. Parce que cette guerre, s'il faut la déclencher, comme Kagame l'a déclenché déjà, ça devait être quoi? Ça devait s'opérer au Congo et non au Rwanda. Parce qu'ils nous ont imposé cette guerre et la guerre se déroule au Congo. Et les gens qui meurent, ce sont les Congolais. C'est ce que le chef de l'État ne veut pas. Vous voulez la guerre, oui, faisons la guerre ailleurs, chez vous, mais pas chez nous. C'est comme ça qu'il va dans des officines diplomatiques en train de négocier et tout ça. Mais il a bien dit, de l'autre côté, il y a de la diplomatie, d'un côté, il y a la guerre. Donc, vraiment, à l'impossible, l'île ne tient, on va aller avec la guerre. C'est pourquoi il se prépare. Qui veut la guerre, la prépare. Il est en train de préparer la guerre. On va aller parce que c'est ça le dernier langage. Comme Kagame n'écoute que la voix des armes, comme il se proclame être le grand guerrier, lui, c'est lui qui est le faiseur de guerre, sans en avoir honte, un chef de l'État, dans ton pays, en Afrique, tu fais la guerre en Afrique, tu tues les Africains et tu t'enorgueillis, tu te bombes la torse, voilà, je suis un faiseur de guerre. Mais tu n'es pas un vrai faiseur de guerre. Je te dis, ça j'adresse à M. Kagame, chaque chose a son temps. Il y a un début, il y a une fin. Et tu n'es pas éternel. Tu ne seras pas un guerrier, un extra-guerrier. Il y en a plus que toi et pire que toi. Et on va t'évincer. Je te dis, avec Félix Tshisekedi, on va aller avec toi jusqu'au fond et tu vas disparaître. Cette politique-là sera anéantie. Ces gens-là que tu es en train de servir, ces multinationales qui sont derrière toi, un jour, ils vont te laisser. Ils l'ont fait avec OTAN, ils l'ont fait avec Mobutu, ils l'ont fait avec Kabila qui nous a amené la guerre ici, Kabila le père. Ils l'ont fait avec Kabila le Joseph. Ils en ont fait avec autant de présidents africains. Je te dis, ton heure a sonné. Et sois sûr, si tu ne recules pas, si tu n'arrêtes pas ces génocides, messieurs, tu en auras pour ton compte. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous vous souhaitons un bon séjour.